cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Demain, cela fera 30 ans que Coluche nous a quittés. C'était le 19 juin 1986. Franck Ferrand lui consacre le grand portrait d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis d'autant plus heureux, d'autant plus ému de le faire que nous sommes ici dans le studio Coluche et en compagnie d'une des voix majeures d'Europe 1, compagnon de cette belle aventure de la solidarité selon Coluche, Laurent Cabrol, qui est avec nous cet après-midi. Europe 1, au cœur de l'histoire. les grands portraits. Franck Ferrand. Je consacre tout naturellement ce grand portrait du samedi à Coluche. Moi qui suis un peu un enfant des années Coluche. Vous savez, je me souviens de ces sketchs que nous écoutions quasiment en boucle en cours de récréation sur des lecteurs de cassettes. Ça nous faisait rire. C'était même plus que ça. Au-delà du rire, il y avait une forme de prise de conscience, il y avait une volonté d'appropriation aussi, puisque je me rappelle ces camarades qui apprenaient par cœur les sketchs et les gens se les récitaient, etc. Coluche est mort jeune, très jeune, à 42 ans, mais il n'en a pas moins marqué son époque. On peut dire qu'il avait dépassé d'une certaine manière le registre de la satire pour se hisser au niveau du symbole. Le symbole symbolein, c'est ce qui réunit, ce qui rassemble et ce qui, par la même occasion, fait sens. Je vous propose de revivre la trajectoire de Coluche, depuis la banlieue la plus anonyme jusqu'à la gloire médiatique, en passant par le café-théâtre, évidemment, la scène, les tournées, le cinéma, et puis aussi ses évasions dans la drogue et la vitesse, les gestes de générosité pure et, disons-le, les grands moments de délire. Et puisque Laurent Cabrol est avec nous, nous revivrons ensemble l'aventure Europe 1 de Coluche, qui n'a somme toute pas duré longtemps, mais qui a profondément marqué les consciences, au point, voyez, qu'on célèbre dignement ce 30e anniversaire. Alors, Coluche, Michel Colucci, pour prendre son vrai nom, est né dans le 14e arrondissement de Paris, seulement il a très vite vécu de l'autre côté du périph', dans la banlieue sud de Paris, à Montrouge. C'est ce qu'on peut appeler, surtout à l'époque, une banlieue difficile. Il était né, Coluche, c'est très important d'en être conscient, le 28 octobre 44. Vous imaginez, il est l'incarnation même de cette génération de l'après-guerre. Il naît au moment de la libération, cette génération qui ne connaîtra jamais la guerre, ça c'est très important, qui n'aura connu que la paix, si l'on accepte évidemment les conflits de la décolonisation, et notamment la guerre d'Algérie, qui quand même a joué un rôle, mais en tout cas c'est cette génération dite du baby-boom, qui va être sans doute incontestablement la plus nombreuse de l'histoire de France, mais aussi peut-être la plus heureuse. Le père de Michel, Honorio Colucci, était peintre en bâtiment, mais il est mort très très jeune, à 31 ans, à une époque où Coluche n'a que 3 ans. Il a une grande sœur, Danielle, qui a 2 ans de plus que lui, et leur mère, Simone, que tout le monde appelle Monette dans le quartier, va devoir élever seule ses 2 enfants. Elle est employée chez un fleuriste. Autant dire qu'avec ses 2 enfants, la pauvre, dans ces années d'après-guerre, elle a un peu du mal à joindre les 2 bouts, et la pauvreté va marquer non seulement l'enfance de Michel, mais évidemment va définitivement déteindre sur sa vision du monde et sur sa vision de la vie. Il est marqué. Il faut l'imaginer avec sa bande de copains, se passionner, comme tous ces enfants du baby-boom, pour les rockers, cette musique qui arrive, le rock qui arrive des États-Unis, la pop qui arrive d'Angleterre. Il se passionne aussi pour les sports mécaniques. Et voilà ce qu'il dira. À Montrouge, t'as pas le choix. Ou t'es ouvrier, t'as une femme et un 2 pièces cuisine avec frigidaire sur cour, ou t'es délinquant avec vue sur les cheminées d'usine depuis la tôle. Un jour, moi, j'ai décidé de devenir intelligent. Qu'est-ce que c'est que devenir intelligent? On va le comprendre. En tout cas, dans son esprit, c'est d'abord sortir de cette banlieue. Alors, il faut vivre quand même. Il a eu son certificat d'études. Il dira le contraire, Coluche. Il passera son temps à dire, moi, j'ai même pas le certif. Mais c'est pas vrai. Il a eu son certificat d'études en juin 1958 et il va enchaîner les petits boulots. Télégraphiste, fleuriste, comme sa mère, marchand de légumes, livreur, manutentionnaire, garçon de café. Un peu tout ça en même temps, hein. On voit bien cette jeunesse de la du milieu fin des années 60 qui fait ce qu'elle peut, en quelque sorte. Il est inquiéteur d'immeubles pour le compte d'une entreprise de sécurité. On était toute une équipe, racontera-t-il. On sonnait à une porte et on demandait « Monsieur Berthier ?» Alors la personne répondait « Non, c'est pas ici ». Les gens crevaient de peur sans qu'on fasse rien de répréhensible. Et ensuite,
Un mec de la boîte passait pour vendre une porte blindée, dit-il. C'est un travail de baron, on pourrait appeler ça. Alors, il y a quand même le service militaire, parce qu'à l'époque, il y a un service militaire, il est appelé sous les drapeaux. Ce service, d'ailleurs, il va être prolongé dans son cas pour inconduite, ça surprend pas grand monde, et puis, assez vite, il va se rapprocher, j'allais dire, géographiquement des artistes. On est dans cette fin des années 60 où le mouvement hippie est en train de gagner. On n'est pas encore tout à fait en mai 68, ça va pas tarder. D'ailleurs, il ne participera pas, lui, à ce mouvement de mai 68. Coluche, c'est pas pour lui. La petite révolution des étudiants bourgeois du quartier latin, évidemment, ça lui est même carrément étranger. Lui, il est déjà sur les terrasses des cafés, à chanter Vian, à chanter Ferret, Bobby Lapointe, etc. On va bientôt le voir dans des petits cabarets où se produisent à la même époque Moustaki, le Forestier, Higelin, etc. C'est pas encore la grande rencontre. Comment suis-je devenu artiste ? Demandait-il. Si j'avais rencontré Picasso, je me serais sûrement mis à la peinture à ce moment-là. Seulement moi, j'ai rencontré Romain Bouteille. Et voilà le nom qu'il faut se prononcer et retenir. Romain Bouteille, le personnage clé, en quelque sorte le bon génie, tout celui qui en tout cas va tout déclencher avec son imagination folle, cette envie qu'il a de créer un nouveau type de spectacle. Eh bien, grâce à l'énergie de Michel, on peut dire que le rêve de Romain Bouteille va se concrétiser. Dès 69, c'est l'ouverture du tout premier café-théâtre de cette génération à Paris. On appelle le Café de la Gare, au passage d'Odessa. Ça va devenir évidemment un lieu tout à fait mythique, avec déjà toute une troupe. On trouve là Miu Miu, Patrick Devers, Henri Guibet, etc., qui à l'époque sont sinon inconnus, disons en tout cas très peu connus. Michel apprend beaucoup au contact de tous ces gens-là et bien sûr de Romain Bouteille. Ce que j'ai pas piqué à Romain Bouteille, dit-il, c'est lui qui me l'a appris. Il y a deux caractères forts là, bien sûr. Michel et Romain ne s'entendent pas toujours, les relations sont orageuses. D'ailleurs, Coluche va quitter le Café de la Gare. On peut dire Coluche maintenant parce que c'est le nom de scène qu'il a adopté. Il va faire un petit peu de théâtre, un petit peu de télé. Fin 71, il crée le vrai chic parisien. Alors dans la troupe, on trouve Colline Serrault, Claire Nadeau, Roland Giraud, Martin Lamotte, Véronique Cantor. Eh bien, avec Véronique Cantor, il va avoir un premier enfant, Romain, comme par hasard, qui naît en 72, et puis il épouse Véronique en 75, et un deuxième fils, Marius, va naître en 1976. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer dans le détail tous les spectacles un peu loufoques que Coluche a montés à l'époque, mais dites-vous que c'est en mars 74 que sa carrière va prendre un nouveau tournant, on y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et Europe 1, au cœur de l'histoire, les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et retour avec vous, Franck Ferrand, et notre grand portrait d'aujourd'hui, Coluche et ses débuts sur scène. Le Coluche que nous connaissons, cette espèce d'Auguste des temps modernes, avec sa salopette rayée bleue, avec son nez rouge, ses brodequins jaunes, qui rappellent évidemment tous les codes du clown, mais en les détournant déjà, bien entendu, en s'en moquant d'une certaine manière. Ce Coluche-là, il naît en mars 74 avec un premier one-man show qui voit débouler sur les scènes ce personnage braillard, rigolard, outrancier, grossier, oh oui combien, mais tendre. Et ça, il faut jamais l'oublier. Coluche va très vite symboliser toute la détresse anonyme d'une génération un peu paumée, qui se trouve rejetée de plus en plus loin des centres-villes cultivés, loin des lieux qui comptent. C'est très intéressant de voir ce qui se passe, parce que, évidemment, que derrière Coluche, il va bientôt y avoir des impresaris importants, je pense à Paul Lederman, Claude Martinez, etc., qui vont tout changer, mais il y a aussi une sorte de dialogue, c'est plus qu'un dialogue, il y a une espèce de lien qui se crée très vite avec toute une génération vaguement à la dérive. Or, c'est là que la petite histoire rejoint la grande, si je puis dire. Tout va changer le soir du 19 mai 74. 19 mai 74, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a été créé du fait de la mort anticipée du président Pompidou. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'emporte d'une courte tête sur François Mitterrand. Donc Giscard fait un discours immédiatement. On attend le candidat battu, seulement François Mitterrand n'a pas l'air pressé de prendre la parole. On doit faire des comptes à l'état-major du candidat socialiste. Bref, son intervention n'interviendra que vers 23h. Et vous imaginez l'ennui des producteurs de la télévision de l'époque. Comment faire avec ce candidat Mitterrand qui n'intervient pas? Giscard a parlé très vite, Mitterrand n'intervient pas. Donc entre les deux, on demande à Guy Lux d'occuper le monde. Et c'est comme ça qu'il va envoyer un sketch. Le sketch, c'est l'histoire d'un mec, et vous imaginez que les 3/4 de la France sont devant leur télé ce soir-là. Et
les gens vont se prendre, si je puis dire, ce personnage, ce Coluche qu'on ne connaissait pas encore, ils vont se le prendre en pleine face. Alors, Coluche, évidemment, c'est le comique, etc. Mais en même temps, on sent tout de suite qu'il y a derrière une sorte de revendication, ou en tout cas, si ce n'est pas une revendication, une forte critique sociale, qui va très vite le ranger dans le rang des satiristes, d'ailleurs. Alors, les sketchs, on les connaît, tous ceux qui vont suivre dans les années 75-76, Gérard l'autostoppeur, le clochard analphabète, et camarade, t'as pas 100 balles, je me marre, la publicité, etc. Le fameux tube de l'été 75, le Schmilblick, tout ça emprunté d'ailleurs à Guy Lux. Il a un air rondouillard plutôt accueillant, Coluche, un peu à la Raymond DeVos, si l'on peut dire, mais alors pas du tout le caractère classique de Raymond DeVos, quelque chose de beaucoup plus grinçant, disons-le, de pas très flatteur dans le miroir qu'il tend à cette époque et à cette génération. C'est vrai que la France des années 70 est encore prospère malgré le premier choc pétrolier de 73, mais il y a aussi dans cette France pompidolienne et maintenant giscardienne, il y a une vraie misère matérielle et culturelle que Coluche va donner à voir, littéralement. Il faut en être conscient de ça. Alors on dit il est cruel. Ben oui, il est sans doute cruel. Ce qui est cruel, finalement, c'est pas Coluche lui-même, c'est la société qu'il donne à voir. Voilà ce que dira Frédéric Dard dans un très bel article paru dans France Soir en 1975 et qui s'appelle « Coluche ma coqueluche ». Les critiques, un peu partout, reprochent à Coluche sa cruauté, écrit Frédéric Dard, le père de San Antonio. Le mot revient fréquemment dans les articles qui lui sont consacrés. On le souhaiterait plus chaud, plus humain. Mais mon Dieu, il n'est que cela, Coluche, chaud et humain, ô combien impitoyable parce qu'il est triste de la misère du monde, ce sublime Gugus. Quel beau titre, entre parenthèses, pour une biographie de Coluche, ce sublime Gugus. Il ne fait pas l'unanimité, Coluche. Et ça aussi, je me le rappelle, moi, à titre personnel. Il n'y a pas que des fans. Bien sûr que les gens rient et même pleurent de rire devant leur télé. Mais il y en a beaucoup aussi qui râlent, qui éteignent la télé, qui envoient des lettres. Voilà un personnage qui ne fait pas du tout l'unanimité. Et lorsqu'il arrive à Europe 1 en 1978, avec cette émission qui passe de 15h à 16h30 à l'époque, qui s'appelle « On n'est pas là pour se faire engueuler », allusion à Vian bien entendu, eh bien, c'est une révolution qui ne passe pas très bien. Le présentateur, au départ, en plus, est littéralement pétrifié par le trac. Il a peur des Blancs, ce qui fait qu'il a tendance à parler tout le temps, même quand les micros sont coupés. Et puis, disons-le, Europe 1, vous êtes tous bien placés, chers auditeurs, pour le savoir, reste une radio privée qui vit de la publicité et les annonceurs, la régie publicitaire sont pas très contents puisque Coluche passe son temps à dézinguer les annonces, à se moquer des publicités, etc. et des marques. Certes, il fait de très bonnes audiences, mais il agace beaucoup le public et finalement, ce ton provocateur va contribuer à le faire renvoyer. Très vite. En février 80, il va faire une nouvelle tentative, cette fois sur les ondes d'RMC, de midi à 13h. Le contrat était de 3 mois. Oui, sauf qu'au bout de quelques jours, on lui dit écoutez, si vous voulez bien, on va s'en tenir là. on va en rester là. Soyons tranquilles. Donc, Coluche va avoir des difficultés. Et c'est à cette époque-là qu'il a cette idée de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Alors au départ, c'est une blague, si vous voulez, mais c'est une blague qui bientôt va mal tourner. Le 30 octobre 80 au Théâtre du Gymnase, devant un immense parterre de journalistes, voilà ce qu'il déclare. Sa candidature s'appelle Bleu, Blanc, Merde. Le ton est donné, si je puis dire. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. Tous ceux qui ne comptent pas, voilà bien le public de Coluche. Demain, de 9h à 10h, David Abiker se penche sur l'actualité des jours à venir. C'est arrivé demain sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Et nous retrouvons Franck Ferrand pour la suite de notre grand portrait consacré cet après-midi à Coluche et sa candidature à l'élection présidentielle.
Ah bien sûr, les journalistes rient dans la salle du théâtre du Gymnase lorsque Coluche présente sa candidature à l'élection présidentielle de 81. Mais il y en a beaucoup qui ne rient pas. D'abord, tous les journalistes ne rient pas, loin de là. Et puis surtout, dans les états-majors politiques, on s'inquiète même beaucoup parce que ce pseudo-candidat pour la rigolade est tout de même crédité de 12 à 16% d'intention de vote selon les sondages. Vous imaginez la catastrophe pour la classe politique classique, si je puis dire. Et là, ça va commencer. Les pressions, les menaces, et les menaces sévères, jusqu'à ce que, en avril 81, Coluche décide de retirer sa candidature. Alors, c'est l'époque où il va pas bien, disons-le. Il a tendance à fuir de plus en plus dans la drogue. Il montre un personnage qui se veut autodestructeur. Il s'est séparé de sa femme. Il devient sans doute plus profond, oui, mais aussi beaucoup plus cynique. Il ne cache plus vraiment cette fragilité qui apparaît sur les grands écrans, parce qu'au cinéma, avec Ciao Pantin, en 84, il sera d'ailleurs César du meilleur acteur, mais dans d'autres films, je pense à 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, etc., dans Banzai, Coluche montre cette fragilité de plus en plus. On peut pas citer tous ces films, Dagobert, Le fou de guerre, La vengeance du serpent à plumes, etc. En tout cas, il est devenu une sorte de star, une icône pour toute cette génération des baby-boomers qui se retrouvent incroyablement en lui et qui est heureuse sans doute de le retrouver en juillet 1985 sur l'antenne d'Europe 1, dans une émission d'été matinale d'abord, et puis à partir de septembre, l'après-midi avec Maryse. L'émission s'appelle « Il y en aura pour tout le monde ». Là encore, le ton est donné. On peut dire que grâce à la radio, c'est une nouvelle relation que Coluche instaure avec le public. Alors, dans cette radio de la rue François 1er, il y a une voix que vous connaissez évidemment par cœur, c'est celle de Laurent Cabrol. Bonjour Laurent Cabrol. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce Coluche que vous avez vu débarquer en 85 ? C'est-à-dire que c'est une rencontre géographique, parce qu'en fait, la rédaction ici à Europe 1 est au premier étage, et au rez-de-chaussée, vous avez les programmes. Et Coluche faisait partie des programmes. Moi, je travaillais à ce moment-là avec un monsieur que l'on connaît très bien, notre ami Pierre Bonte, et je parcourais la France pour Bonjour Monsieur le maire, pour Le Bonheur est dans le pré. Et le bureau que nous avions était le bureau voisin contigu de celui de Coluche. Et je reviens justement d'un mot sur l'élection présidentielle, parce qu'il avait effectivement énormément de suffrages dans les sondages, mais il n'avait pas les signatures de maire. Et juste comme nous faisions, nous, le Tour de France pour les émissions de Pierre Bonte, il nous avait demandé d'aller quêter auprès des maires pour avoir les signatures pour qu'ils puissent se présenter, parce qu'il lui fallait ces fameuses 500 signatures. Et croyez-moi, c'était impossible d'avoir les signatures. Évidemment, voilà. Mais là, vous aviez fait un peu le démarcheur, en quelque sorte. J'ai fait le démarcheur. En même temps, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Coluche et que une certaine connivence s'est établie entre nous. Je ne vais pas parler d'une amitié, ce serait un peu présomptueux, parce que je suis l'envers de Coluche. Moi, je suis en rural, je suis un agriculteur, je suis de la terre, et lui, c'est l'homme des banlieues. C'est l'homme des déracinés, en fait. Il a des plaisirs que je n'ai pas. Enfin bref, mais on s'entendait très bien parce qu'on était justement voisins de bureau, et c'est là où, disons, notre histoire, peut-être une histoire entre nous, commence. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Europe 1. au cœur de l'histoire, Les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Coluche avec votre invité Laurent Cabrol, notre spécialiste météo ici à Europe 1. La radio dans laquelle Coluche fait un deuxième passage en 1985, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait fait cet essai pas très concluant en 1978. Quand je dis pas très concluant, l'émission avait été un gros succès en 78. Gros succès, mais bien sûr, les putains cons, les viens ma poule et tout ça, ça ne passait pas. C'est pas tellement le ton européen, il faut le dire. Ni le ton d'Europe 1, ni le ton de la de radio personne, d'ailleurs, oui, bien sûr. Alors, il revient en 85. Est-ce qu'il s'est un peu assagi en 85 C'est-à-dire que quand il arrive à Europe 1, il y a déjà l'élection présidentielle est passée. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des menaces de mort à son encontre. Et oui, bien sûr, pour cette élection présidentielle, ça l'a beaucoup touché. Ensuite, il est allé passer 6 mois en Guadeloupe pour se débarrasser de ses mauvais penchants, on va dire ça comme ça. Et il revient. C'est à ce moment-là qu'il rentre à Europe 1. Alors, il revient assagi, j'allais dire. Oui, Philippe Gildas m'a raconté que pendant tout le temps où il était à la Guadeloupe, il continuait à appeler Gildas, qui donc dirigeait les Europe 1 à l'époque, et en lui disant « J'ai des idées pour toi, j'ai un truc formidable, je fais une revue de presse, etc. » Et Philippe Gildas lui disait « Oui, mais la revue de presse d'où ? » « Ah ben je resterai là-bas, on va installer une ligne. » Ce qui paraissait comme un peu difficile avec le décalage horaire et le décalage d'espace, tout simplement, d'aller faire une revue de presse depuis l'autre bout du monde. Mais en tout cas,
cas, depuis la Guadeloupe, il n'a jamais vraiment quitté le lien avec Gildas et avec Europe 1. Ce qui fait que quand il revient, on pourrait presque dire que sa place est toute faite ici. Il va d'ailleurs faire cette espèce de plage sur le trottoir d'Europe 1 pour l'été 85. Oui, il met du sable, il fait livrer 2 tonnes de sable et puis il se met sur le trottoir d'Europe 1. À cette époque, il faut bien dire qu'il y avait très peu de radio, il y avait un monde fou qui écoutait Europe 1 et c'était un embouteillage pas possible rue François 1er où l'on voyait Coluche faire ses pâtés de sable et ses châteaux de sable sur la voie publique. Et donc c'était une opération publicitaire parce que Coluche, c'est vrai, est un révolté en lui-même, c'est un homme qui a un cœur gigantesque, on va le prouver tout à l'heure en parlant bien sûr des Restos du Cœur, mais c'est aussi un homme qui a le sens de la publicité, de la promotion, il sait faire parler de lui et il n'est pas question qu'il revienne sur les ondes d'Europe 1 sans avoir monté une opération. Donc là en l'occurrence ce sera cette fameuse plage, tous les journaux vont montrer des photos de la plage, etc. Bref, là, l'émission est lancée avec Maryse qui joue un rose là. Et avec toute une bande, parce que c'est le premier quand même à la radio qui a créé la bande. Vous savez, aujourd'hui, c'est flagrant, des bandes, il y en a partout, dans toutes les émissions. Et lui, il a créé cette bande qui a avec à sa tête Jean-Michel Vagelzi, qui était l'un de ses mentors, un peu son secrétaire, son conseiller politique, parce que Michel est passionné par la politique. Et donc, il ne parle politique, mais une grande partie de la journée. Ah oui. Contrairement à ce que l'on croit, c'est pas le rigolo, c'est toujours pareil. Vous savez, les comiques, quand ils sont dans l'intimité, on dit qu'ils ne sont pas drôles. Coluche, dans l'intimité, n'est pas forcément drôle, il est déconneur. Il ne prend rien de sérieux. Mais tout à l'heure, vous avez prononcé un mot qui le résume en un mot, il est tendre. C'est un tendre qui cache sa tendresse derrière une vulgarité qui est une vulgarité de façade. Et c'est un homme qui est très cultivé, très intelligent, qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et toute sa bande est autour de lui, avec Maryse. Et Maryse a son importance. Pourquoi ? Parce que l'année précédente, elle a épousé Philippe Gildas, qui est le patron de la radio. Donc vous avez là Maryse dans sa bande et Philippe Gildas qui dirige la radio. Et c'est ce duo... Qui n'est jamais loin en fait. Ah non. Et c'est ce duo qui va permettre à Coluche de durer sur l'antenne et de créer les fameux restos. Alors, il y a évidemment une bande, il y a un ton, tout ça, et Coluche le reconnaissait très volontiers, inspiré de Maurice Biraud, qui avait été le grand animateur des matinées d'Europe 1 dans les années 1960, qui avait créé ce ton extrêmement détendu, cet esprit de bande, justement, et de copinage, ce lien direct avec l'auditeur, etc. Donc, Coluche inscrit ses pas ouvertement dans ceux de Maurice Biraud, et ça donnait un ton tout particulier. Le moins qu'on puisse faire, c'est de le réécouter quelques instants. Voilà ce que ça donnait avec Maryse sur l'antenne d'Europe 1 en 1985. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est la première fois. Il est temps qu'on se casse, il roupille là-dedans. Ah ouais. C'est déjà au moins 1 mois et demi que vous dormez. Oh les garçons, oui. La fille, non, la fille dort pas. Qui est énervé, la fille dort pas, non. Elle est remontée, mon vieux. Il fait beau, vous avez vu le temps ? Ouais, fait doux. Il fait un temps formidable. D'ailleurs, c'est pas de saison. Je me demande même, c'est pas exagéré. On va le payer après. On va le payer. On va le payer plus tard. On va le payer au mois d'août. Ça va être dégueulasse, il va faire un temps pourri. Faut se méfier. Surtout que la droite est revenue, ça sera plus comme avant, il y aura même plus de mois d'août, il paraît. Oui. Ça va être terminé, vous n'aurez pas le droit aux vacances. Bon, alors à part ça, dans l'actualité d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qui c'est qui a le pompon ? Il y en a un qui est bien. Il y a un cambrioleur qui avait braqué Cartier, le magasin de bijoux, qui s'est fait arrêter au bureau de vote. Mais qu'il a été voté, l'autre il a dit mais dites donc, attendez voir, machin, vous seriez pas cambrioleur ? Si, c'est moi, pourquoi ? Eh bien je vous arrête. Oh merde. 200 briques. Elle riait beaucoup, Maryse. Tout le monde riait. C'était franchement, comme aurait dit Coluche, c'était la franche déconnade. Ouais. Vous savez, Maryse travaillait l'année précédente avec Michel Drucker. Et Coluche avait débauché Maryse à Michel. Coluche avait fait la cour à Maryse pour qu'il travaille avec lui. Il y avait mais vraiment déversé des tonnes de fleurs devant sa porte pour qu'elle vienne travailler avec, disait-il, le gentil Mimi. Parce que il était revenu de Guadeloupe avec cette nouvelle image qu'il voulait imposer, le gentil Mimi. C'était plus le farceur, c'était le gentil Mimi. Et ça, Maryse était très touchée et donc elle est venue travailler avec lui et ce duo a fait merveille. Et entre parenthèses, c'est assez fort d'être capable comme ça d'enfin montrer le côté tendre, même un peu fragile du personnage qui jusqu'alors avait beaucoup donné dans le cynisme, il faut le dire. Vous savez, quand vous alliez chez lui le soir, il y avait d'abord la table, il y avait 200 personnes, j'exagère, mais enfin il y avait 15-20 personnes, table ouverte.
Vous aviez un panier au milieu de la table avec des billets de banque. Et puis ceux qui avaient besoin d'argent se servaient. Incroyable. Voilà. Mais vraiment, ça m'a complètement suffoqué. Ça, c'était du côté du parc Montsouris, dans le sud de Paris. Alors, il y a bien entendu, le 25 septembre 85, le fameux mariage, le pseudo-mariage avec Thierry Leluron, très en avance sur son temps. L'idée, à l'époque, c'est de se moquer du mariage surmédiatisé d'Yves Mourouzi, qui n'était pas très bien passé, il faut le dire. Le mariage a lieu à Montmartre, et justement, pour Europe 1, comme j'étais en quelque sorte le correspondant de Coluche, on m'a demandé d'aller faire le reportage. Et j'ai fait le reportage de ce mariage de Coluche avec Thierry Leluron. C'était désopilant. On était dans une salle de peut-être 100 mètres carrés, il devait y avoir 3000 personnes. Enfin, c'était ahurissant. Et ça, c'était uniquement dans le but d'enquiquiner Yves Mourouzi. Alors on va justement entendre un extrait de ce mariage de Coluche et de Thierry Leluron. Mesdames et messieurs, actuellement, mon épouse prend la pose, les mains sur la nuque, l'une sur la nuque, l'autre sur les fesses. A décrit le caleçon. Le caleçon est en dentelle blanche de chez Poupette. Vous trouvez le même en cuir, 13 rue de Rivoli. Il est en nylon. Bordé Alors de ça satin, vient. d'abord, hein. La jarretière est toujours pendante. Il n'y a pas que la jarretière qui soit pendante. Eddie Barclay à faire. Le striptease a commencé. Bon alors, qu'est-ce que c'était la question? Est-ce que c'est vraiment l'homme idéal? Oui, parce que Thierry et moi, on est comme par rapport au comique et à la politique, on passe l'un après l'autre. Quand le gouvernement est de droite ou quand le gouvernement est de gauche, comme ça, on mélangera nos deux payes et on pourra travailler toute l'année, vous voyez. Déjà, donc ça en fait l'homme idéal. Et puis il est très doux, il est très gentil, puis il est très drôle. Et puis c'est lui qui a eu l'idée, surtout il m'a demandé en mariage. Je fais le bon choix. Je tiens à le dire publiquement, c'est Thierry qui a eu l'idée du mariage. Évidemment, le mariage surmédiatisé de Coluche et de Thierry Leluron. Il faut imaginer ce Coluche complètement grimé, il est travesti. Travesti en femme et en marié. Et en marié. Ouais. Et Thierry Leluron était le monsieur, et lui était la dame. Donc évidemment, ce mariage va redonner à Coluche une sorte de virginité en termes de médiatisation. On ne parle plus que de lui là pendant 2 jours et il va en profiter. C'est ça qui est assez remarquable, c'est que il ne fait pas ça gratuitement. Il ne laisse pas retomber l'émulsion. Au contraire, il profite de la circonstance. Le mariage était le 25 septembre. Eh bien, dès le 26, il va lancer ce fameux appel sur les ondes d'Europe 1. Alors, il dit tout simplement, j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite, on pourrait commencer par faire ça à Paris. Une cantine gratuite, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer une banque alimentaire, Voilà, en fait, non? La cantine du cœur, c'est le premier nom des Restos du Cœur. En fait, Coluche avait réalisé quelques semaines avant la fameuse chanson avec les 80 artistes français sur SOS Éthiopie. Et les auditeurs, au téléphone, disaient « C'est bien gentil de parler de la famine en Éthiopie, mais chez nous aussi on a faim ». Et c'est ça qui lui a donné l'idée de lancer, et je me souviens très bien, parce que à la fin de l'émission, il rentrait dans le bureau, et puis il disait « Ah, t'as vu tous ces gens qui nous appellent en disant qu'ils ont faim, mais c'est incroyable, pourquoi on fait pas quelque chose quand je pense que y a des gens qui crèvent de faim et qu'on délaisse tant de surplus aux portes des magasins ». Eh bien, on vient dans un instant à la création des Restos du Cœur, cher Laurent Cabrol. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Et vous recevez cet après-midi, Franck Ferrand, Laurent Cabrol, notre spécialiste météo, aux côtés de Coluche lors du départ de l'aventure des Restos du Cœur. Quand vous dites que Coluche se plaignait justement de cette misère, c'était dans l'open space, il faisait du bruit. Comment était-il en dehors du micro, en dehors du studio? Quel camarade de jeu était-il, si je puis dire? C'était un joyeuderie sérieux. C'est-à-dire que on n'avait pas l'impression qu'il préparait les émissions. Il avait toute une équipe autour de lui qui les préparait. Et il passait en coup de vent. Il allait toujours d'un endroit à l'autre, il n'était jamais stable, rien. Ça, vraiment, sa grande folie, c'était de prendre sa voiture, il avait une voiture américaine bariolée, et d'aller d'un endroit à l'autre, d'aller retrouver ses copains, etc. Dans l'intimité du travail. Il venait à moto aussi parfois. Hein. Alors, oui, sa moto, bien sûr. Il garait sur le trottoir. Et sans casque. Combien de fois, combien de fois j'ai vu arriver sans casque, on râlait comme des fous.
Et disons que dans son bureau, il avait l'impression de ne jamais vous voir, mais il savait ce que vous faisiez. Par exemple, moi, je venais pour parler des Restos du Cœur avec lui, au bout d'un certain temps. Eh ben, il me mettait sur la table, il me disait « Tiens, l'enfoiré, c'est pour toi ». Et puis, c'était un magnifique cadeau qu'il me faisait. Mais il voulait pas de merci, il voulait rien, hop, il repartait. Alors, il va lancer cet appel, on ne sait pas du tout quelle va être la réaction. Or, la réaction, elle est immédiate et massive, il faut le dire. Je peux vous dire que personne n'y croit. Hein. Ah oui. Mais il lance pas l'appel d'une manière solennelle. Si vous voyez, ça s'est fait comme ça. Ça vient naturellement. C'est-à-dire que, tout en discutant avec les auditeurs, il dit « Bah oui, après tout, tenez, on va lancer quelque chose. Allez ». Comment fait-on ? Et puis il avait payé quelque temps auparavant son chèque d'impôt, je crois 3 millions de francs à l'époque. Et il avait fait le calcul, il avait 3 millions de francs d'impôt, il pouvait nourrir 200 000 personnes. Ah oui, c'était plus intéressant. Alors il disait, mais c'est incroyable qu'on ne puisse pas faire quelque chose, donc on va lancer quelque chose. Tenez, vous qui nous écoutez, vous qui êtes des industriels, si vous ne savez pas que faire de vos produits, amenez-les-nous. Mais alors ici on a été submergés, on ne savait plus les mettre. Parce que les gens ont apporté ça carrément rue François Ier. Oui. Ah oui, mais c'était effrayant. Alors donc, ça a été la panique. Après, on a dit, heureusement, il y avait, donc, c'était Paul Lederman qui était le producteur de Coluche. Son fils, Alexandre Lederman, travaillait dans une école de commerce. Et il a rassemblé ses copains de l'école de commerce. Et ils ont commencé à s'occuper de ces surplus pour ensuite aller les distribuer. Mais les distribuer comment ? Il fallait créer, donc, le fameux Resto du Cœur. Alors, il y a une équipe quand même qui se met en place, là. Il y a une équipe qui se forme. Tout ça, c'est très lent, hein. Une équipe qui se forme avec d'abord ces jeunes de l'école de commerce. Et ensuite, des ingénieurs qui sont à la retraite, qui sont occupés d'entreprises alimentaires, qui connaissent bien un peu les rouages, parce que non seulement il faut récolter, mais il faut transporter, il faut stocker, transporter et distribuer. Donc c'est toute une chaîne. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, c'est énorme le travail qu'il va falloir mettre en place. L'idée a été improvisée, mais ensuite, il faut suivre, quoi, c'est ça. Et lui, alors là, il est dépassé. Il est dépassé. Heureusement, il a 2-3 personnes autour de lui qui décident de lancer l'opération et qui disent, bon, maintenant on va au bout. Qui sont les gens qui ont aidé là à ce moment-là ? C'est toute sa petite bande, hein. Et puis il y a les étudiants et les retraités. Mais dans l'ensemble, il faut savoir que le premier Resto du Cœur est arrivé très vite. Il fallait qu'on le distribue. Et surtout, il fallait récolter de l'argent. Et là, il a un don exceptionnel, c'est qu'il rassemble tous ses copains. Alors, Michel Sardou, Johnny Hallyday... toute cette fameuse génération, là, bien entendu. Il rassemble. Michel Sardou, je l'ai vu arriver faire un chèque de 100 000 francs. Johnny Hallyday, il a fait un chèque, j'ai pas eu le chiffre, mais enfin, il y avait Daniel Balavoine qui avait été nommé président, juste avant sa mort, président des Restos du Cœur. Donc, tout ceci commence à se structurer. Il y a tellement de stars, tellement de vedettes au milieu de tout cela, que c'est une explosion. Et là, il se fait aider par des gens de l'extérieur. Alors moi, je ne vais pas assister à tout cela parce que j'ai été un peu dépassé par les événements. J'étais en quelque sorte, moi, son porte-parole sur l'antenne d'Europe 1. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, à Europe 1, Coluche était donc à l'étage inférieur, la rédaction était à l'étage supérieur, et ceux d'en haut parlaient très peu à ceux d'en bas. Coluche n'avait pas studio ouvert à la rédaction, parce que c'était un garçon qui représentait la vulgarité sur une antenne qui était l'antenne d'information, qui était une antenne noble, etc. Oui, on le regardait d'un petit peu de haut. Ah oui. Alors ça, mais même, là, on peut dire que plus de la moitié de la rédaction ne voulait pas entendre parler de lui. Ah oui. À tel point, c'est que quand on parlait des Restos du Cœur, c'est Coluche qui me donnait l'info. Il me dit, moi voilà, on va ouvrir un tel resto à tel endroit, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et c'est moi qui, à l'antenne, allais dans les journaux de la rédaction, l'étage au-dessus, et c'est moi qui donnais aux auditeurs les informations que Coluche ne pouvait pas transmettre. Je me rappelle que vous m'avez raconté, Laurent Cabrol, que vous vous promeniez avec Coluche quand même. Vous êtes allé sur place voir un peu comment ça se passait. Oui, non, le premier Resto du Cœur, je suis allé avec lui. Il était à Aubervilliers, je crois. C'est un samedi matin, il pleuvait. Coluche me dit, viens avec moi, on va distribuer de la nourriture. C'était à Gennevilliers. C'était à Gennevilliers. On est parti avec sa voiture. Sa belle voiture. On s'est arrêté en cours de route dans un supermarché. Il achetait plein de cadeaux, parce que lui, sa folie, c'est d'acheter des cadeaux. Il y a des cadeaux pour tout le monde, alors il achète des cadeaux. On partait avec les bras chargés, on a mis tout ça dans la voiture décapotable qui était trempée parce qu'il pleuvait. On est arrivé à Gennevilliers, et là, on a vu cette tente avec quelques personnes qui faisaient la queue. Il y avait déjà des volontaires, des bénévoles, on les appelait les bénévoles, qui venaient poser les nourritures, et une caméra. Et c'est la seule caméra où l'on voit le premier Resto du Cœur. C'était ce jour-là, on pataugeait dans la boue. Il est arrivé, on est resté 1 heure. Il a distribué les repas avec les bénévoles et on est reparti. Et il m'a dit, tu vois, j'y crois pas, mais je crois que ça va se faire. C'est très fort, le j'y crois pas. Et il n'osait pas y croire, d'après vous ou ça... Non, moi, je crois qu'à ce moment-là, il a vu qu'il y avait un tel engouement, parce que lui, il avait, à ce moment-là, toute son énergie, c'était « il me faut les politiques ».
il avait compris une chose, c'est que pour que ça dure, il lui fallait une loi Coluche, il lui fallait des dons avec déduction d'impôts, etc. Alors il y avait Jacques Attali qui l'aidait, parce que c'était un copain à lui, qui était auprès de Mitterrand. On était juste avant l'alternance de mars 86. Voilà. Hein. Et là, tout s'est joué à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a eu l'appui des politiques, il y a cru vraiment. Et on peut dire que pendant tout le début de l'année 86, c'est une montée en puissance de ces Restos du Cœur qui sont là maintenant donc depuis 30 ans, par définition. La première année, il y croyait tellement peu qu'il avait un bénéfice de 1 million dans les caisses. Souvenez-vous, il les a donnés à l'abbé Pierre. Parce qu'il se disait l'année prochaine, je ne continue pas, c'est trop compliqué. C'est très important de le dire, parce qu'on a l'impression que tout ça a été monté et décidé de prime abord. Ce n'est pas le cas. Ça s'est fait sur le tas, peu à peu, et ça a survécu. Peut-être même que si Coluche n'était pas mort aussi tragiquement, ça n'aurait pas survécu si longtemps, c'est possible. J'en suis convaincu. Parce que juste avant sa mort, je me souviens qu'il disait « Je suis dépassé, je ne vais pas continuer, c'est impossible, il faut que quelqu'un prenne le relais ». Or, son décès a été tellement retentissant que ça a donné toute une aura à cet homme-là. Franchement, il est reparti sur une autre planète, et c'est grâce à sa mort et aussi grâce à sa femme, parce que bien sûr, il était séparé de Véronique Colucci, mais sa femme a repris le flambeau, elle avait le nom, et c'est là où tout a redémarré, on peut même dire tout a démarré. Alors on sait qu'effectivement, dès le mois de mai de cette année 86, Coluche était descendu à Cannes, il fait une entrée au festival. En France moche, il était déguisé. Il faut savoir qu'à l'époque, la grande chroniqueuse de France 2, on disait Antenne 2, c'était France Roche. Il préparait son grand retour au Zénith après un rodage au Café de la Gare. Il loge à cette époque dans une maison qui est du côté d'Opio. Le 19 juin, il rentre de Cannes à moto avec 2 copains. Il fait très beau, il roule, semble-t-il, assez doucement. Et dans un tournant, il va rencontrer, vous savez, ce camion contre l'un des marchepieds duquel il va donc se fracasser. Alors il y a eu des rumeurs d'assassinat, etc. En fait, elles ne s'appuient, ces rumeurs, sur aucun fait concret, jusqu'à ma connaissance en tout cas. On peut dire que Coluche aura disparu juste après la création de ces Restos du Cœur et que, comme vous le dites, Laurent Cabrol, sa mort va donner aux Restos du Cœur une sorte de vigueur et d'énergie supplémentaire. Merci beaucoup d'être venu évoquer celui qui a été un collègue de bureau, un ami, avant, bien entendu, de devenir ce mythe. Merci beaucoup, chère Sophie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau grand portrait. Et puis à tous nos auditeurs, dès lundi, au cœur de l'histoire à 14h. Merci beaucoup. Et lundi, au cœur de l'histoire consacrée aux 10 dernières années de la vie de la chanteuse Barbara.